Bonjour et bienvenue dans ce 6e podcast en français sur l'apprentissage du japonais. C'est Gilles de la chaîne YouTube Japonais Naturel. Dans le dernier podcast, on avait vu qu'il fallait rapidement démontrer à notre cerveau que l'apprentissage du japonais était une activité agréable et un moyen d'arriver à un résultat bénéfique. Mais est-ce qu'on n'a pas mis un peu le chariot avant les bœufs ? C'est vrai, on est parti tout de suite en se disant qu'apprendre le japonais en autodidacte était une évidence. Mais si on parle beaucoup des avantages de ce type d'apprentissage, on parle beaucoup moins de ses inconvénients. Et c'est dommage parce que le succès d'un bon apprentissage du japonais en autodidacte dépend des mesures qu'on met en place pour réduire ou idéalement éliminer ces inconvénients. Mais au fait, de quels inconvénients on parle ? Est-ce qu'ils touchent tout le monde de manière identique ? Qu'est-ce qu'on risque si on ne met aucune mesure en place ? Et finalement, est-ce que l'apprentissage du japonais en autodidacte est vraiment pour tout le monde ? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans ce nouveau podcast. Commençons tout de suite avec les principaux inconvénients de l'apprentissage du japonais en autodidacte. Il y a d'abord la solitude. C'est tellement évident qu'au début on n'y fait pas trop attention, mais après un certain temps ça commence à peser, surtout quand ça se complique côté japonais. On n'a personne pour nous aider, personne pour nous encourager, personne avec qui pratiquer. À un certain niveau, ça peut sacrément entamer la motivation. L'inconvénient suivant, au départ, c'est un avantage, puisqu'il s'agit de la liberté. Liberté d'étudier où et quand on veut, liberté de choisir sa ou ses méthodes de japonais. Le problème, c'est que sans s'imposer des règles strictes, on finit très vite par ne plus rien faire. Et choisir sa méthode de japonais, c'est super si on sait bien la choisir, parce que si on se trompe, on va plutôt la subir. Je sais de quoi je parle parce que les méthodes qui évacuent les kanji et les kana en disant qu'il suffit de les apprendre par cœur, j'en ai soupé et non merci. Le troisième inconvénient, c'est aussi au départ une qualité. Ne pas se voir imposer un objectif, mais pouvoir le choisir librement. Sur le papier, ça claque. Mais dans la réalité, tout le monde ne sait pas forcément comment traduire un objectif en projet, ni comment le gérer. Et un projet mal défini ne mènera pas à l'objectif qu'on s'est fixé. Et ne pas se fixer d'objectif, c'est comme monter dans une barque et se laisser porter par le courant. On arrivera peut-être quelque part, mais où et quand, on n'en sait rien. Le quatrième inconvénient, qui découle un peu du précédent, c'est que les résultats ne sont pas toujours en rapport avec les efforts fournis. Dans certains cas extrêmes, on se persuade que c'est parce qu'on n'étudie pas assez, mais c'est pas aussi simple. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, essayons un peu de rattraper le coup en répondant à la deuxième question, qui était de savoir si tous ces inconvénients touchaient tout le monde de la même manière. Et en fait, non. Par exemple, pour quelqu'un de solitaire, apprendre tout seul dans son coin ne sera pas vraiment un problème. Et pour une personne très bien organisée et qui a beaucoup d'autodiscipline, gérer son temps et sa motivation ne demandera pas un effort particulier. Dans le cas où les résultats ne sont pas au rendez-vous, tout le monde ne restera pas forcément les bras ballants. Mais soyons réalistes, une personne non préparée ne pourra pas éviter de subir au moins un de ces inconvénients, et parfois ça suffit pour mener à l'abandon. Et c'est un peu la réponse à la troisième question, qu'est-ce qu'on risque si on ne met aucune mesure en place ? Par définition, quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à un problème ne pourra pas mettre en place des mesures pour l'éliminer ou réduire sa nuisance. Mais est-ce que pour autant c'est le désastre assuré ? Pas forcément. Comme on vient de le voir, ça va dépendre des personnes. Mais apprendre une langue comme le japonais, ça se fait dans la durée. Et un problème peut très bien être toléré un certain temps, puis devenir insupportable par la suite. Et quand c'est insupportable, on n'a généralement qu'une envie, c'est d'arrêter tout. Mais là, on est dans le scénario où une personne n'est pas sensibilisée au problème qu'elle va rencontrer. La bonne nouvelle, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est qu'une personne qui sait dès le départ dans quoi elle s'engage sera beaucoup plus résiliente et proactive. Quand les problèmes commenceront à se manifester, elle sera plus apte à les identifier et à chercher des solutions pour s'en débarrasser. Et c'est la deuxième bonne nouvelle. Dans le monde d'aujourd'hui, on a les outils et la technologie pour adresser quasiment tous les problèmes liés à l'apprentissage du japonais en autodidacte. La difficulté à trouver du temps, le manque de motivation, la tendance à la procrastination, la planification d'un projet, il y a des solutions pour tout ça. Et les problèmes plus spécifiquement liés au japonais, comme l'apprentissage douloureux des kana et des kanji, la difficulté à se faire corriger et à trouver des gens pour pratiquer à l'oral, l'impossibilité de trouver de l'aide quand on ne comprend pas certaines notions, ou juste nous dire quoi faire quand on ne progresse plus, pour tout ça aussi, il y a des solutions. J'en donne d'ailleurs un certain nombre dans mon livre de conseils, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, et ce sera la réponse à la dernière question, c'est que tout le monde peut apprendre le japonais en autodidacte, à condition d'être sensibilisé aux problèmes qui se présenteront et de gérer activement tous les aspects de son apprentissage. Si on souhaite uniquement se concentrer sur le japonais sans perdre tous les avantages de l'apprentissage en autodidacte, on peut se rabattre sur une formation en ligne qui inclut un accompagnement et l'accès à une communauté d'apprenants. C'est moins économique que de l'apprentissage en full autodidacte, mais ça reste moins cher que des cours traditionnels sur le moyen et long terme. Il faudra toujours mettre en place un emploi du temps et s'y tenir, mais on fera en fonction de ses disponibilités.
Et si c'est une formation de qualité, on pourra se faire corriger son écrit et son oral, et même assister à des ateliers culturels ou d'aide à l'apprentissage du japonais. Mais que ce soit en full ou semi-autodidacte, le plus important reste, à mon avis, de bien savoir pourquoi on apprend le japonais. Parce que quand ça se complique, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi je fais tout ça. Et il ne faut jamais oublier que le cerveau ne fait rien pour rien, même si une personne avertie en vaut deux. Si tu trouves ce podcast utile et souhaites me soutenir et te soutenir, tu peux acheter mon livre de conseils dont tu trouveras tous les détails en description.